mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'OZAP. On s'autorise à penser. L'inflation. Quand on appartient à la classe moyenne ou plus encore aux classes populaires, on a les cheveux qui se dressent sur la tête, on a tous fait l'expérience, en regardant les tableaux comparatifs des prix des denrées de base et du reste, non seulement entre la période qui a précédé la création de l'euro pour les plus anciens et aujourd'hui, où là c'est absolument terrible, mais aussi entre la fin des années 2010, jusqu'en 2019, 2020, 2021 et aujourd'hui. Derrière l'inflation, nous dit notre invité d'aujourd'hui, il y a cependant un conflit socio-politique qui porte sur une question cruciale, la répartition des richesses, la répartition du revenu national, nous est-il expliqué dans le livre dont notre invité Éric Baird est l'un des co-auteurs. Bonjour Éric Baird. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ce livre s'appelle « Inflation, qui gagne ? Pourquoi ? Que faire ?» 4 questions auxquelles, Éric, tu vas peut-être répondre, je l'espère, en partie au moins. Un livre donc, que tu as coécrit avec Sylvain Billot et Jonathan Marie. Tu es maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux. Tu es membre du collectif des économistes atterrés. Tu appartiens aussi au département économie de l'Institut La Boétie, ce groupe de réflexion rattaché à la France insoumise. Quand on voit les prix monter, quand on est un citoyen lambda qui n'est pas spécialement féru d'économie, on se sent totalement démuni. C'est une donnée de fait qui est là. Et il est assez difficile de comprendre quels sont les mécanismes derrière ce phénomène. Plus encore, de comprendre en quoi on a une prise. Il y a une prise politique là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire, ce qui est expliqué dans ce livre, les éléments de base, au fond, pour comprendre comment on passe de choix politiques à une hausse ou au contraire à une stabilité des prix, c'est-à-dire à l'appauvrissement de ceux qui dépensent ou au contraire au maintien de leur niveau de vie? Oui, alors tout d'abord, peut-être que pour cadrer, il faudrait revenir sur le début de cette période inflationniste. Souvent, on a eu tendance à dire c'est la crise, la guerre en Ukraine qui marque le début de la période inflationniste. En fait, c'est pas vrai. L'inflation, elle a commencé à repartir au cours de l'année 2021 pour plusieurs raisons. Une première raison, c'était après les déconfinements et de la crise Covid, il y a eu une reprise de la demande au niveau mondial. Et comme les chaînes d'approvisionnement avaient été cassées, et donc l'offre la production a eu du mal à suivre cette reprise de la demande. Donc ça, c'est un élément qui a joué sur la hausse des prix. Parallèlement, il y a eu la hausse des prix de l'énergie qui a commencé à se faire sentir et qui effectivement ensuite s'est accélérée avec la guerre en Ukraine. Donc on a ces phénomènes-là qui conduisent à cette inflation qui revient et qu'on pensait derrière nous. Je me rappelle dans le livre, on cite Alain Minc, un oracle qui indique souvent le Sud d'ailleurs, comme boussole. Et Minc disait, par exemple, mais d'autres aussi, il disait en 2019, voilà, l'inflation, on est venu à bout, c'est derrière nous, c'est terminé. Bon, 2 ans après, c'était reparti. Et de fait, je le souligne en passant parce que ça, c'est quelque chose qui est vécu par les gens, l'État et les banques en avaient profité pour faire baisser la rémunération des livrets d'épargne populaire, du livret A en particulier, tout à fait. Sous prétexte qu'il y avait une stabilité. Et j'avais souvent entendu dire que, au fond, l'inflation telle qu'on l'a connue, par exemple pendant les 30 Glorieuses, elle pénalisait l'épargne, elle pénalisait ceux qui accumulaient au bénéfice, au fond, à partir du moment où les salaires suivaient, au bénéfice du travail. Et il m'a semblé comprendre aussi qu'on pouvait considérer que la fin de l'inflation pouvait aller de pair avec le développement des inégalités, avec un renforcement des inégalités. Est-ce que c'est une idée reçue ? Non, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'inflation, c'est la perte de valeur de la monnaie. Mais pas forcément. Oui. Quand il y a de l'inflation, voilà, un bien qui coûtait 100 €, s'il y a 2% d'inflation l'année prochaine,
L'année suivante, on le paye 102 € et c'est exactement le même. Donc, et ce n'est pas nécessairement la baisse du pouvoir d'achat. Si le salaire voilà. suit. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est pour expliquer pourquoi ça pénalise l'épargne. Parce que si la monnaie perd 3% de sa valeur au cours de l'année et que le placement est rémunéré à 2%, eh bien, au final, ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel, qui est en fait celui qui compte vraiment, c'est le taux d'intérêt inflation déduite, donc le taux d'intérêt dit nominal moins le taux d'inflation, ben, dans ce cas-là, il est négatif et on perd de l'argent à placer. Mais à l'inverse, c'est beaucoup plus intéressant pour ceux qui empruntent. Parce que dans ce cas-là, eux, ils vont rembourser moins que ce qu'ils ont emprunté, en termes réels, hein, encore une fois. Ça favorise le dynamisme de l'économie. Et donc, contrairement au discours qui est souvent véhiculé par les politiques de dire, vous vous rendez compte, s'il y a une inflation, ça pénalise le consommateur. Non, ça ne pénalise pas le consommateur tant que son revenu augmente au même rythme que l'inflation. Si l'inflation est de 5%, mais que mon revenu augmente de 5%, mon pouvoir d'achat est maintenu. Ce qui pose le problème des dispositifs d'indexation, des salaires sur la montée des prix, qui existaient à une époque, mais qui, si je ne me trompe, n'existent plus. Bien sûr. D'ailleurs, c'est une des recommandations qu'on fait à la fin de l'ouvrage pour revenir un peu sur plus d'égalité dans les effets de cette inflation. Parce que, précisément, l'inflation, elle ne va pas toucher tout le monde de la même façon. Donc, comme tu le disais au début en introduction, ça participe d'un conflit de répartition. Il y a de l'inflation qui va subir le plus cette inflation ou qui va arriver à la faire supporter par les autres. Et en l'occurrence ici, ce sont certains secteurs, le secteur de l'énergie, le secteur du transport maritime, le secteur de l'agroalimentaire par la suite, qui ont été les principaux responsables de cette inflation. Pourquoi ? Parce que ce sont des secteurs qui ont ce qu'on appelle un pouvoir de marché. Pouvoir de marché, ça veut dire qu'ils peuvent se permettre d'augmenter les prix. Les consommateurs sont un peu captifs. Il n'y a pas beaucoup de concurrence en réalité. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc ils peuvent se permettre d'augmenter les prix. Et donc, ils ont pris le prétexte de la hausse des prix de l'énergie, et notamment après le déclenchement de la guerre en Ukraine, en disant les coûts augmentent pour nous, donc on est obligé d'augmenter nos prix pour maintenir nos marges, les marges de profit. Bon, ça peut s'entendre. Sauf que ils en ont profité pour augmenter les prix dans des proportions bien plus importantes que la hausse de leurs coûts. Ce qui a engendré ce que l'on appelle une inflation par les profits. Contrairement à ce qui avait été véhiculé à l'époque, et notamment par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, que l'inflation serait due, il ne fallait pas augmenter les salaires, parce que sinon ça allait entraîner une spirale prix-salaire. Bon. Mais là, on est au cœur justement de ce conflit de répartition. Parce que la responsabilité vient de grands secteurs, pas de tous les secteurs, bien évidemment, mais de ces grands secteurs que j'ai mentionnés, qui, l'énergie, l'alimentation, c'est des postes importants. Alors, l'énergie, même pour les entreprises, et énergie, alimentation, pour les ménages, sont des postes importants. Et surtout, plus on est bas dans l'échelle sociale, plus en proportion sont des postes importants. Et donc, plus les ménages modestes ont été frappés, touchés par cette inflation. Et donc, la réponse du gouvernement, ça a été quoi ? Ça a été de dire, oh là là, il ne faut pas augmenter les salaires parce que sinon, ça va enclencher cette fameuse spirale prix-salaire. Entre parenthèses, le FMI avait mené une étude en 2022, je crois, on la mentionne dans l'ouvrage, où il avait montré que sur une vingtaine d'épisodes inflationnistes dans le monde, il y en a 2 qui avaient été causés un peu par la hausse des salaires. Et même dans ces 2 cas, c'était assez faible et l'inflation s'arrêtait relativement vite. Donc en réalité, le maire protégeait les revenus du capital et il aidait les détenteurs du capital à augmenter leurs marges en disant ça. Bien sûr, parce que parallèlement, il faut se rappeler que l'État, pour sa dette, émet des titres pour financer son déficit et donc sa dette. Et l'État émettait, une partie des titres émis était indexée sur l'inflation. C'est-à-dire que les détenteurs de capitaux qui achetaient ces titres de dette,
quand ils achetaient des titres de dette indexés sur l'inflation, ben, ils étaient protégés, leur rendement était protégé. Et parallèlement, le même gouvernement refusait d'augmenter les salaires pour que les ménages ne soient pas pénalisés. Donc en fait, d'un côté, on protège le capital, et de l'autre, on fait peser aux salariés le poids de l'inflation. Ça paraît technique, mais en fait, c'est vraiment une politique de domination de classe, quoi. C'est-à-dire, oui. Vous êtes protégé contre l'inflation si vous épargnez, si vous achetez des obligations, mais vous ne l'êtes pas si vous ne vivez que de votre salaire. Oui. Et il y a un autre élément, alors qui est peut-être qui est moins connu dans le débat public et qui est peut-être moins intuitif, mais on va voir qui est assez parlant. C'est la question de la productivité du travail. Ce que l'on a vu au cours des dernières années, c'est que la productivité du travail, elle a ralenti. Les gains de productivité du travail ont ralenti, et même en France ces dernières années, la productivité du travail a baissé en valeur absolue. Peut-être rappeler ce que ça veut dire, la productivité. Donc la productivité du travail, c'est ce que l'on produit, par exemple, en 1 heure. La quantité de richesse si on parle de la productivité horaire, ça veut dire ce que la richesse créée pendant 1 heure de travail. Donc si ça baisse, ça veut donc dire que un travailleur produit moins qu'auparavant en 1 heure. Donc ça pénalise l'entreprise. Ça veut dire, une autre façon de dire les choses, ça veut dire que le coût du travail augmente. Si 1 heure de travail permet de produire moins, pour l'entreprise, cette heure de travail, elle lui coûte plus que précédemment. Et donc, normalement, on pourrait penser que cette baisse de la productivité du travail, elle se répercuterait sur les marges. Les marges des entreprises devraient baisser. Mais comme les entreprises, et ces grands secteurs-là que j'ai mentionnés tout à l'heure, sont en position de force, eh bien, ils ont fait supporter la situation au travail. C'est-à-dire qu'eux, ils ont voulu maintenir, voire augmenter leurs marges. Et donc, même simplement pour les maintenir, si la productivité du travail diminue, simplement pour maintenir les marges, ben on est obligé de réduire le salaire réel et donc de déformer encore la répartition de la richesse au bénéfice des entreprises. Et quand je dis les entreprises, c'est ces grands groupes et ces grands secteurs, et au détriment du travail. Et cette baisse de la productivité, elle aussi, elle s'explique par les politiques d'offres. Parce que pourquoi la productivité du travail baisse ? Bien, elle baisse parce qu'il y a la gestion néolibérale du travail basée sur la perte de sens, la souffrance au travail, et tout ça, ça fait baisser la productivité. Bon. Il y a aussi le développement de l'apprentissage et de l'auto-entrepreneuriat, dont on sait que ce sont des emplois souvent peu qualifiés et en tout cas peu productifs. Et assez précaire. L'auto-entrepreneuriat, on sait que la durée de vie d'une entreprise d'auto-entrepreneur, en 2 ans, il y a 80% qui ont mis la clé sous la porte. Donc, alors que c'est le mode d'activité qui est promu, évidemment, à toute force par les politiques néolibérales. Du coup, ce qu'on prépare, c'est aussi un mode de production qui est de moins en moins qualitatif en termes de qualification. C'était quand même notre force auparavant. Et on est en train de suivre cette pente-là. Et cette pente-là, du coup, elle conduit à... elle est une des explications de la hausse des prix qui a eu lieu. Parce que les entreprises, pour se sortir de ça, la baisse de la productivité, donc la hausse du coût du travail, pour maintenir leur marge et même en profiter, ont augmenté les prix. Et donc, on fait peser sur le consommateur le résultat de politiques qui sont impulsées par elle ou par cette logique néolibérale. Depuis le départ de Bruno Le Maire, donc récemment, quelles sont les perspectives concernant justement les divers leviers possibles pour agir sur ce que tu décris là, sur le phénomène pervers que tu décris là, pervers en tout cas pour les classes moyennes et populaires? Le levier, c'est d'en finir avec ces politiques d'offres, parce que ces politiques d'offres, on voit qu'elles ont un effet récessif, parce que on favorise les profits, et les profits, pas les profits des PME, les profits des grands groupes, qui ne sont pas forcément réinvestis, parce qu'à la limite, si ces profits ils étaient réinvestis dans l'appareil productif, on pourrait se dire, OK, ils servent à quelque chose. Mais il sert surtout à verser des dividendes. Et il parle des paradis fiscaux aussi. Voilà, dans les paradis fiscaux, et à alimenter la spéculation. Donc, et donc l'instabilité du système économique. Donc, c'est pas très utile. Donc, ces politiques d'offres ont un impact en plus récessif sur l'économie, parce que du coup,
elle vise à comprimer les coûts. Le pouvoir d'achat moyen diminue. Le pouvoir d'achat du salaire horaire depuis 2017 a baissé d'environ 3,5%. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui en termes réels, que de le pouvoir d'achat, voilà. Les gens s'appauvrissent en moyenne depuis 2017. Bon, donc augmenter les salaires. Alors, ça fait hurler les entreprises. Mais les entreprises, il faut qu'elles regardent les deux facettes de leur activité. Ce n'est pas le tout de réduire leurs coûts de production pour éventuellement être plus compétitifs. Mais si en face, il n'y a personne pour acheter ce qu'elles produisent, voilà. Leurs chiffres d'affaires ne vont pas augmenter. Alors que les entreprises, elles disent précisément que leur problème principal, c'est les carnets de commandes qui ne se remplissent pas. Donc, pour remplir les carnets de commandes, il faut donner un peu plus de pouvoir d'achat, donc plus de demandes. Et si vous augmentez les salaires de 5%, mais que ça permet aux entreprises de vendre, d'augmenter leurs ventes de 8%, elles ne diront pas non à augmenter les salaires de 5%. Et ça, c'est de nature à redonner déjà du pouvoir d'achat et à redonner de la confiance aussi aux gens, à se dire, tiens, demain, ça va peut-être être un peu plus joyeux qu'aujourd'hui. Alors, ce raisonnement que tu fais là, typiquement, il déclenche des hauts cris auprès des économistes autorisés, des économistes néoclassiques. Cette formule politique de l'offre dont on ne connaît pas forcément bien la définition, que tu l'as esquissé ici, cette définition, c'est un peu le mantra des gouvernants de la droite, mais aussi de la gauche, au moins depuis Hollande, puisque Hollande s'était résolument engagé dans ce qu'on appelle une politique d'offre. Oui, il l'avait dit. Il avait dit qu'il menait une politique d'offre. C'est cette logique qui est inscrite aussi dans la pratique au sein de l'Union européenne et dans l'évolution depuis le marché unique, etc. On est dans une logique de concurrence, de compétitivité. Et donc, il faut... cette logique de compétitivité, c'est en fait gagner sur le dos du voisin. Ce n'est pas un jeu win-win, comme on entendait dire parfois. Donc, ça a fonctionné avec l'Allemagne au début des années 2000, mais ça s'est fait au détriment de ses partenaires européens. Et maintenant, tout le monde se lance dans le même type de pratique, et ça a un effet, comme je disais tout à l'heure, éminemment récessif. L'idée, c'est de comprimer les coûts de production pour gagner en compétitivité prix, et donc pour réduire les prix. Donc, quand on dit politique d'offre, c'est d'offrir des biens de consommation moins chers. Moins cher. L'idée, c'est que ça doit être ça l'objectif. Voilà. Et donc, en réalité, derrière, pour ça, il faut comprimer la rémunération des travailleurs. Quand on parle de compétitivité prix, parce qu'il y a une compétitivité hors prix qui est là sur la qualité des produits, la réputation, la marque, etc. Bon. Mais sur la compétitivité prix, c'est ça, là. Il faut comprimer les coûts de production pour pouvoir réduire un peu ses prix de vente et être plus compétitif que les autres et gagner des parts de marché. Mais si tout le monde fait ça, les coûts de production diminuent pour tout le monde, mais personne ne gagne de parts de marché. En revanche, l'impact bien réel, c'est qu'en comprimant les coûts, ce que les entreprises oublient, c'est que le salaire, pour elles, c'est un coût, mais pour le ménage, c'est un revenu. Et c'est ce revenu qui revient en partie vers les entreprises sous forme d'achat. Donc si on baisse les coûts, les revenus distribués dans l'économie diminuent et la demande diminue. Et donc, on est dans une stagnation économique. C'est ne voir que la moitié du tableau et que du très court terme, au fond. Ah oui, mais ça, c'est la spécificité des économistes néolibéraux. C'est-à-dire qu'ils ont une vision très court-termiste et ils ont une vision, je serais tenté de dire, une vision un peu borgne de l'économie. C'est-à-dire qu'ils voient qu'un côté des choses. Donc là, c'est valable pour la compétitivité, mais c'est valable aussi pour la dette. Là, on parle beaucoup de dette en ce moment. Oui, question d'actualité. Oui. Puisqu'on nous explique qu'en partant, le maire, donc après 6 années, a laissé derrière lui un gouffre comme on n'en a jamais vu. Naturellement, il n'y est pour rien. Il a été 6 ans en responsabilité. Et puis tout à coup, c'est la catastrophe. Mais il ne faut pas lui demander de compte. C'est l'irresponsabilité qui caractérise nos gouvernants. Et on nous explique donc qu'il faut nous serrer la ceinture et que le gouvernement est obligé maintenant de tenir compte de cette dette terrible qui nous opprime. Et par conséquent, on doit prendre des mesures budgétaires qui, aux surprises, se font au détriment des services publics, au détriment, en gros, des intérêts de la population, des classes populaires. Oui. Mais ça encore, ça découle de cette logique des politiques de l'offre.
le dérapage très important quand même, hein, parce qu'au début 2024, Bruno Le Maire, qui était encore ministre de l'économie, tablait sur 4,1% de déficit rapporté au PIB à la fin 2024. Ils ont réévalué en cours d'année à 4,4, puis à 5. Bon, au final, c'était 6,1. 2 points de différence, c'est énorme. Ça représente des sommes gigantesques. Sur pas loin de 3 000 milliards de PIB, ça représente des sommes très importantes. Mais ça veut dire qu'en réalité, ils ont fait des cadeaux monstrueux à leurs copains. Oui, c'est là où j'allais en venir. Et c'est nous qui allons les payer. Oui, c'est là où j'allais en venir. C'est que ce dérapage-là, il est dû, non pas, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, à une hausse des dépenses publiques. Les dépenses publiques, elles sont à peu près rapportées au PIB, là encore. Hein, elles sont très légèrement augmentées, mais ou stagnées. En revanche, ce qui a baissé, c'est les recettes fiscales. Donc, ce qui explique ce dérapage, c'est la baisse des recettes fiscales. Depuis que Macron est arrivé au pouvoir, il y a à peu près 60 milliards de recettes pérennes en moins chaque année. Je rappelle que c'était ce que le gouvernement Barnier, avant de tomber, voulait économiser, 60 milliards. C'est la Cour des comptes qui le dit. Hein. Dans les rapports de la Cour des comptes, c'est la Cour des comptes qui mentionne ça. C'est 60 milliards. Gagné, alors, ça veut dire qu'on a fait des cadeaux aux entreprises, on a baissé la charge fiscale des hauts revenus, des revenus du capital. Oui. C'est lié à quoi ? Où est parti cet argent ? Qui est-ce qui paye moins d'impôts ? Les plus grandes entreprises et les ménages les plus aisés. Ça, c'est clair. Et ils gagnent 2 fois. Une première fois en bénéficiant des baisses d'impôts, et ça creuse le déficit, donc l'État s'endette plus, l'État émet des titres, et qui a de l'épargne pour ensuite acheter ces titres ? Eh bien, des grands fonds d'investissement, des banques, des assurances, ou même des ménages quand ils peuvent souscrire à des types de placements. Alors, ils n'achètent pas directement de la dette, mais les titres de dette se retrouvent dans certains placements qu'ils ont. Et donc, en gros, ils sont rémunérés une deuxième fois par l'État. Donc, ils gagnent une première fois en payant moins d'impôts, et ils gagnent une deuxième fois parce que ce sont principalement eux qui vont financer, qui vont acheter les nouveaux titres de dette et donc financer le déficit. Et tout ça, pourquoi ? Pour des résultats économiques très mauvais, puisque l'endettement, il n'a d'intérêt que s'il est dirigé vers, par exemple, l'investissement public massif, vers la bifurcation écologique. Ouais. Voilà, et dans l'investissement productif. Parce que là, il y a un retour, une forme de retour sur investissement. Dans le cas contraire... Ou des services publics qui vont favoriser la productivité, par exemple l'éducation accessible, le fait d'être soigné quand on est malade. Oui. Et là, ça peut aider à être productif. Mais là, on a quand même un système assez pervers, parce que donc il y a pour faire simple, les riches qui gagnent 2 fois avec ce système, et pour faire payer la réduction du déficit budgétaire, on tape sur quoi ? La protection sociale. Donc la santé, l'éducation et les services publics de manière générale, qui eux, et ce qui pénalise principalement les classes sociales les moins favorisées, les classes populaires, même les classes moyennes. Alors même qu'en réalité, ces investissements publics correspondent à des infrastructures qui sont favorables à la productivité, puisque pendant assez longtemps, le modèle français, qui était la cible de toutes les attaques des économistes anglophones, qui faisait l'exaspération des néolibéraux, c'est-à-dire une société dans laquelle il y avait un assez haut niveau de services publics, un assez haut niveau d'infrastructures, on pouvait être soigné à peu près correctement, assez facilement, sans idéaliser la situation. Les établissements scolaires fonctionnaient plutôt bien, il y avait un accès assez massif à l'enseignement supérieur. Tout ça qui voulait détruire, qu'aujourd'hui Macron a réussi à détruire, c'était quelque chose qui allait de pair avec une productivité du travail qui était supérieure en France, bien supérieure par exemple à celle des États-Unis. C'est-à-dire que les salariés étaient plus productifs, produisaient plus de richesses avec une heure de travail en moyenne. Et donc, c'est un projet de société, au fond, pas un projet de croissance et pas un projet d'intérêt général. On a l'impression qu'il y a derrière cette fameuse politique de l'offre et vers cette politique de compression des recettes budgétaires. On pourrait dire que c'est un projet de classe. Mais je me rappelle, c'est pas nouveau, mais Warren Buffett, qui est un des grands milliardaires américains, disait au milieu, je crois que c'était en 2007, au milieu des années 2000, disait « Il existe une lutte des classes, c'est ma classe qui est en train de la mener et qui est en train de la gagner. » Et c'est exactement ce que l'on voit là.
On est vraiment dans cette question-là. Et l'économie, de toute façon, de manière générale, c'est de l'économie politique, donc c'est une question de rapport de force. Et selon où va le rapport de force, plus vers le capital ou plus vers le travail, eh bien, il y aura des politiques régressives ou plutôt progressistes. Tout simplement, l'effet factuel de tout ça, c'est la croissance absolument incroyable, même à l'échelle de l'histoire de l'humanité, des disparités de revenus et de capital au cours de ces 20-30 dernières années, je crois. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à des disparités absolument inouïes. Ah oui, les inégalités sont remontées dans des proportions très importantes. Alors, on avait coutume de dire oui, mais la France, non. Alors effectivement, nous, on partait de plus bas, puisque notre système social faisait qu'il était moins inégalitaire, il y avait beaucoup plus de répartition. Mais comme on rogne là-dessus petit à petit, on se dirige vers on prend le même chemin que les sociétés anglo-saxonnes. Mais il semble même que ce soit exaspéré en France à certains égards, enfin pour certains indicateurs. C'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup plus de multimillionnaires en France aujourd'hui qu'ailleurs, qu'ailleurs en moyenne. Oui. La France est la championne d'Europe des versements de dividendes. Et je crois au monde, on doit être deuxième actuellement. Donc il y a comme une sorte de backlash en fait. Maintenant qu'ils ont réussi à triompher de ce modèle qui devait disparaître, ça devient presque la situation excessive inverse, au fond. Oui. Et puis, en plus, ce qu'il faut voir là, c'est que pour moi, je considère qu'on a des élites qui n'arrêtent pas de parler du sentiment national, qu'il faut être fier de son pays, etc. Mais ceux qui jouent contre leur pays, c'est précisément ces gens-là qui jouent pour leur propre sort et carrière et fortune, mais qui sont en aucun cas dans un projet de développement du pays. Et ce sont eux qui sont en train de casser, de briser l'économie française par tous les leviers qu'on a évoqués au cours de l'entretien. La baisse de la productivité, l'éducation s'effondre, la santé diminue, ça fait des gens moins productifs. Ça va entraîner des coûts, parce que même dans une logique néolibérale, c'est stupide. C'est stupide de dérembourser pour faire quelques économies, sachant qu'il y a des pathologies plus graves qui risquent de se développer à l'avenir, et ça coûtera bien plus cher. En fin de compte. Oui. Voilà, comme pour la bifurcation écologique, etc. C'est idéologique. Parce que c'est une vision à très court termiste, c'est la rentabilité à court terme. Voilà, c'est ça le moteur, la rentabilité à court terme. Mais au prix de la rentabilité à court terme, on est en train de tuer l'économie à long terme. En quelques mots, pour terminer, si on envisage les perspectives politiques françaises des mois qui viennent, il va vraisemblablement y avoir des élections législatives, peut-être en juin, si peut-être en août. Le gouvernement Bayrou, peut-être juste après, ou en août si on préfère que les gens soient partis en vacances. Mais en tout cas, il est peu vraisemblable que le gouvernement Bayrou arrive à tenir bien longtemps. Il va falloir, bien sûr, développer une contre-proposition. Tu fais partie de ceux qui travaillent donc à l'Institut La Boétie pour la France insoumise. Quelques mots là-dessus, quelques mots sur ce programme économique, alors opposé à la logique de l'offre, au fond. Moi, ce que je dirais pour essayer que ce soit clair pour tout le monde, c'est que derrière la logique de l'offre, il y a toujours cet objectif de la croissance. On cherche la croissance. Donc la croissance, c'est quoi ? C'est faire grossir le gâteau des richesses. Et on dit, plus le gâteau sera gros, plus on pourra faire de grosses parts pour tout le monde. Ça va ruisseler. Ça va ruisseler, oui, mais le problème, c'est qui tient le couteau pour faire les parts. Voilà. Et quand Macron tient le couteau pour faire les parts, il fait des très grosses parts pour ses amis et le reste se partage les miettes. Le programme alternatif, c'est d'arrêter avec cette logique-là, qui est absurde d'un point de vue, parce que considérer qu'on va toujours croître, ça a été dit maintes fois, penser qu'on peut croître de manière indéfinie dans un monde où les ressources sont finies, c'est absurde. Donc la logique du programme qui était celle du NFP et qui avant était celle du programme de la France insoumise et notamment de Jean-Luc Mélenchon en 2022, c'est l'économie au service de la satisfaction des besoins. Collectivement, quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre ? Quels sont les besoins dont on pense que auxquels la population doit avoir accès. Et ce sont ces objectifs. Et donc la politique, c'est de mettre en place les moyens de satisfaire ces objectifs. En termes d'éducation, en termes de santé, en termes tout simplement pour que chacun puisse vivre une vie digne à ses yeux. Tout le monde ne souhaite pas, contrairement à ce que disait Macron pendant la campagne de 2017, devenir milliardaire.
Rêve pervers par excellence qui veut Exactement. inculquer à tous les petits Français. Oui, mais c'est absurde. Et puis on peut vivre très heureux sans être milliardaire. Moi, ça va. J'ai pas besoin n'a pas d'être de milliardaire. sens. Ça n'a aucun sens. Économiquement, je pense que ça n'a vraiment absolument aucun sens. Non, parce que tout le monde ne peut pas devenir milliardaire. Mais en faisant miroiter ce genre de choses, eh bien, on crée de la frustration et on crée toujours une compétition en disant les plus méritants vont y arriver. Les plus méritants, c'est ceux qui sont bien nés. Ça, c'est ce qui est très largement montré. C'est l'inverse de à chacun selon ses besoins. Je crois que c'est une formule horriblement marxiste. C'est une formule de Karl Marx, il me semble. Hein. À chacun selon ses besoins. Oui, et on cotise. Enfin, c'est ce qui a donné lieu à la logique de la sécurité sociale. Hein. Chacun cotise selon ses moyens et en bénéficie selon ses besoins. Et ça, c'est ce qui est montré aussi dans l'histoire longue, c'est que c'est par la coopération qu'on arrive à de meilleurs résultats plutôt que par la compétition. C'est un choix politique et c'est un choix presque anthropologique. Hein. Oui. Mais c'est le choix qu'on va devoir faire à nouveau et qui apparaît, je pense, de plus en plus clairement. Voilà. Merci beaucoup, Éric Baird, économiste, donc d'être venu nous parler notamment de l'inflation, mais plus généralement de politique économique, en relation avec la sortie de ce livre, donc qui s'appelle Inflation, qui perd, qui gagne, pourquoi, que faire, 4 questions, écrit avec Sylvain Billot et Jonathan Marie. Et merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode d'OZAP, on s'autorise à penser. Si vous avez apprécié cette émission, si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous encourageons à sauter le pas et à nous soutenir de manière pérenne via un abonnement de soutien ou bien un don mensualisé. Pour ça, allez sur lemedia.fr/soutien pour soutenir un média ni gouvernemental ni patronal. Restez connectés aux médias.